Vous ne croyez pas trop au potentiel individuel. Moi, je ne crois pas trop au potentiel individuel. Je crois plus au potentiel du groupe. Et en croyant au potentiel du groupe, je m'attarde très rarement sur les potentialités individuelles. Je construis d'ailleurs mon modèle de management de projet à partir de potentiel collectif d'action, les PCA. Quand je parle de potentiel collectif d'action, je me dis, je ne lance jamais une action quand je ne suis pas sûr que tous les individus qui sont dans le groupe ont librement développé des potentiels mobilisables pour le groupe. Et c'est ça le potentiel de développement. C'est ça le potentiel de développement. D'ailleurs, quand vous prenez un professeur, Peter Kostenbaum, qui a beaucoup travaillé sur le leadership d'Ayman, il dit le leader est capable d'affiner son caractère en le rendant plus humain pour pouvoir entretenir avec les autres des relations stables et transformer significativement et durablement les organisations. Vous avez vu, c'est-à-dire quand vous prenez la définition de Kostenbaum, il dit que l'individu est leader quand il est conscient qu'il est mauvais. C'est-à-dire que vous êtes leader si vous dites je suis mauvais, un bad. Are you bad? Yes. You're bad. Donc lorsque l'individu conçoit qu'il est lui-même porteur de défauts, qu'il est lui-même porteur d'anomalies fonctionnelles ou d'anomalies de dysfonctionnement qui sont en lui, il réalise qu'il peut faire des fautes. Donc le mal, c'est pas l'autre, le mal c'est moi. Alors il décide maintenant d'affiner son caractère pour se souscrire avec les autres dans des relations stabilisées. Et en se souscrivant avec les autres dans des relations stabilisées, il faut que ça ait un impact pour l'organisation. Parce que si les gens se disent, écoutez, quand ça marche dans l'organisation, ça marche pour tout le monde. Donc pour moi, ce n'est pas parce que ça marche pour monsieur le maire que tout va bien. Non, ça marche quand tout va bien pour toute la collectivité locale. C'est ça qui est important. Donc voilà pourquoi, par exemple, lorsque vous êtes dans la perspective de construire des plus-values pour l'organisation, vous devez commencer par vous déconstruire. Accepter que vous êtes plein de défauts. Et en déconstruisant votre être, vous créez un nouveau être qui est celui de leader. Mais le leader influence l'organisation. Voilà pourquoi je rêve pour que toutes les institutions en Afrique, au Sahel, les organisations en Afrique, au Sahel, soient dirigées par de véritables managers, de véritables leaders qui se remettent en cause. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de plus horrible que d'être un dirigeant en Afrique. Quand vous êtes un dirigeant en Afrique, les gens ne vont vous dire que des choses qui vous plaisent. On va voir devant nos rois vilains, lui dire que monsieur le roi, vous êtes le plus beau sur la terre. Et quand ils sont les gardes derrière, on dit, oh, ces odeurs de parfum sont... Alors qu'en fait, le leader incarne une capacité à se remettre en cause. Mais l'anthropologie de l'action, en tant que domaine privilégié de la sociologie, insiste sur en fait, l'individu n'est rien s'il n'est pas dans un système social. L'individu n'est rien s'il n'est pas capable de sentir l'humain et de produire de l'humain pour les autres. Et vous allez comprendre que toutes les sciences, nous les pensons compartimentées, mais en réalité, les sciences ne sont pas compartimentées. Toutes les sciences s'abreuvent à la même source. C'est le plus intarissable de la connaissance. Parce que je parlais tout à l'heure de Peter Kostenbaum. Lui, quand il définit l'éducation, dans son ouvrage, il dit individuals are educated to make values for themselves, their family, their society, their community and their country. C'est quand l'individu est bien éduqué, il crée de la valeur pour lui-même d'abord. Ensuite, il crée de la valeur pour sa famille. Il crée de la valeur pour sa communauté, sa société, son pays. Et même si vous voulez son continent, si vous voulez son monde.
Aujourd'hui, vous allez comprendre que Cheikh Anta Diop a produit de la valeur pour lui-même, de la valeur pour sa famille, pour sa société, sa communauté, son pays, son continent, l'Afrique et le monde. Alors il devient patrimoine unique. Donc ne cherchez pas vous aussi à bloquer les patrimoines universels. Vous comprenez? Parce que lorsque vous êtes dans cette perspective, vous allez voir que donc l'anthropologie de l'action ne se déploie pas à l'intérieur de groupes isolés, d'individus isolés, mais c'est comme la recherche-action que j'ai développée tout à l'heure, mise en œuvre par Kurt Lewin. J'ai aussi parlé de Pablo Freire dans son ouvrage La pédagogie des opprimés. Et ça me donne en même temps une bibliographie très synthétique. Pablo Freire, La pédagogie des opprimés. Kurt Lewin, La dynamique de groupe. Okay? Et vous avez beaucoup d'ouvrages qui traitent de l'anthropologie de l'action. Alors, fort de tous ces deux éléments, en 1960, dans tous les pays anglo-saxons, voilà un repère, dans tous les pays anglo-saxons, ok, en 1960, on a adopté la recherche-action, l'anthropologie de l'action, pour faire face à des problèmes de développement, à des problèmes communautaires. En Angleterre, aux États-Unis, on a réglé beaucoup de problèmes à partir de la recherche-action. C'est-à-dire prendre un groupe qui vit un problème, on les met en situation de réflexion collective pour que les individus génèrent de manière autonome et concertée des actions collectives réalisables dans le court ou long terme. Il y a eu beaucoup de réussites. C'est pourquoi d'ailleurs, en 1970, en Allemagne, on a réglé tous les problèmes du système éducatif, à partir de la recherche participative, en convoquant les acteurs de l'école. C'est qui les acteurs de l'école? Les enseignants, les élèves, les administrateurs, n'est-ce pas? Les parents d'élèves, les autorités ministérielles, autorités académiques, etc., etc. Mais en les soumettant dans un dispositif de recherche-action, l'Allemagne a réglé tous ces problèmes éducatifs. Tous ces problèmes éducatifs. Aujourd'hui, c'est un système très bon. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les années 70, on a pensé faire face en Afrique à la pauvreté, au sous-développement, en Afrique, en utilisant la stratégie de la recherche-action ou les stratégies des méthodes participatives de recherche. C'est-à-dire qu'il fallait les adopter dans tous nos programmes, dans tous nos projets. Et si vous regardez 70, ça correspond à la sécheresse, les années de sécheresse. C'est aussi très proche de la crise pétrolière de 72. C'est aussi très proche de la ramification des moyens de l'État. On appelle plus tard la faillite de l'État. C'est pas aussi très loin des vastes programmes d'ajustement structurel liés au fait qu'il fallait, comme pour reprendre à Diouf, faire de sorte qu'il y ait moins d'État et mieux d'État. Mais le moins d'État, il faut le comprendre, l'État n'a plus d'argent. Ça doit être moins présent pour sortir de l'argent. Et le mieux d'État, c'est que l'argent de l'État devait être utilisé avec intelligence, à partir d'une priorisation. Donc vous ne vous impressionnez pas. En 81, Senghor, grand penseur, n'a pas voulu attendre sa chute. Il est parti. Il avait compris qu'il y avait des difficultés. Vous allez aussi comprendre pourquoi, dans les années 72, on a accéléré chez nous le processus de décentralisation, avec un couplage sur la déconcentration, en faisant tout pour que l'État soit présent au niveau de tous les échelons administratifs et qu'on donne du pouvoir aux communautés rurales. En 72, on a créé des communautés rurales. On a donné aux communautés rurales la possibilité de gérer l'assiette foncière
En 1972, on a mis en place beaucoup de réformes qui vont permettre de rendre la loi sur le domaine national 64-46 de 1964 beaucoup plus opérationnelle pour faire face à des problèmes. Mais dans les ONG, dans les projets, au niveau même de l'État, ouais, on commence